Au microphone, Jean-Fils Aimé, à la mise en onde, Junie Limage. Et nous allons donc aujourd'hui vous présenter une émission spéciale. Nous savons tous l'importance que revêt dans le calendrier haïtien le 1er janvier, toute l'importance que revêt le 2 janvier. Nous allons donc vous présenter une émission spéciale aujourd'hui qui a pour titre « La place d'Haïti dans l'histoire ». Pas seulement dans l'histoire caraïbéenne, pas seulement dans l'histoire du continent américain, mais dans l'histoire universelle tout court. Donc, j'ai la prétention de faire œuvre qui vaille, j'ai la prétention de faire une œuvre utile. Donc, je vous souhaite d'être à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui est simple. Nous allons relever un certain nombre d'éléments qui traduisent, qui illustrent, n'est-ce pas, l'unicité d'Haïti dans l'histoire universelle. Alors, intégrité intellectuelle oblige, je suis redevable à feu le professeur Leslie Maniga qui, dans ses 5 tomes d'éventail d'histoire d'Haïti, traite, n'est-ce pas, de l'importance d'Haïti dans l'histoire universelle. Donc j'ai glané, entre autres, les informations que je vais partager avec vous dans l'œuvre du professeur Leslie Maniga, même si je dois reconnaître aussi que j'ai puisé d'autres informations chez d'autres auteurs. Donc mon but est simple, n'est-ce pas, rappeler à nos auditeurs, rappeler à nos auditrices en ce 1er, 2 janvier, n'est-ce pas, toute l'importance que revêt Haïti dans l'histoire universelle. On tente à l'oublier parce que nous sommes devenus un pays pauvre, nous ne l'avons pas toujours été. Et aujourd'hui, quand on parle d'Haïti, eh bien, on dirait qu'on ne retient que sa pauvreté. Vous notez que quand on va parler d'Haïti, on va toujours ajouter « Ah, mais le pays le plus pauvre de l'hémisphère ». Bon, Haïti n'est pas que pauvreté. Ou alors, quand on va parler d'Haïti, on va parler de son instabilité politique. Haïti n'est pas qu'instabilité politique, c'est un pays unique dans l'histoire universelle. Et mon intention ce matin, c'est de vous proposer un certain nombre de points en fonction desquels Haïti occupe une place unique dans l'histoire universelle. Pour l'instant, je vous propose quelques notes de musique. Invitez vos amis, invitez la famille à suivre cette émission spéciale en ce jour spécial. Allez, bonne année et bonne écoute. Nous sommes avec vous pendant 2 heures. À bientôt. Charlot Lucien, nan baptême Capois la mort. Dessalines gade général yo qui campait en rang, les gade soldats yo qui couvraient accent, pied à terre sans chemise, pantalon déchiré. Depuis plusieurs jours yo pas mangé, yo pas dormi. Dessalines d'ap mangé dans l'in fait qu'il était mauvais. Déjà il était rouge, d'un coup de charbon d'y fait. Li voyage sous général yo, la Martinière. Oui commandant, prends quelques voyants, marché prend vertière. François Capois, présent. Wap monter sous la butte charrier, pas besoin compte si c'est sous cheval, si c'est à pied, pas besoin compte combien cadavres vous quittez sur route. Maintenant 2 heures de temps, m'blé ou fon bit là doubout pour enterrer au chambeau, soldat lio avec toute chaîne yo. Capois voltige sous cheval li, grenadier à l'assaut. Soldat yo plongé les Capois sous cheval li, en avant. Mais pour attaquer, il faut qu'on passe en barre mon nom. Grenadier français lagon rafale dividal balle, sans blaï, garçon tombé en bon mitraille fatal. Capois viré, même dans le soleil, l'angèle a fait éclair. À l'assaut! Yon balle crevé, chapeau, panache li, voyez la terre. Monsieur passé main sous tête li, levé, épée, le grenadier! Soldat français tremblé, le Capois levé. Yon rallon canon, boulette tombée tant coup la pluie. Capois devant, yon boulette canon teke chouali. Au moment blanc fin chanter, nous l'avons eu cette fois, yon massan levé en bas cadavre choual là. C'est Capois, il volait son autre choual, et puis épée en lait. Grenadier, à l'assaut! Nan point maman, nan point papa, ça que fout mourir, ça fait à yo. Yon roulement tambour pété dans mi-temps bataille là. Yon l'esprit déjà le Rochambeau, campé là. Si balle, à coup de canon par fils inexacté, faut qu'on couelle pas simple. À payer l'honneur. Rochambeau fait lever un drapeau blanc. Les lever 2 officiers, voyez où elle dit au champ. Compliment.
à l'officier indigène, à l'officier noir, qui vient de se couvrir de tant de gloire. Ça entendait un grenadier te dit qui sauvage yo, quitte officier français yo, tourné dans poste yo. Et puis la mitraille t'est tombée grenet pire encore. C'est depuis jour ça, François Capois t'est baptisé Capois la mort. Alors, il faut commencer par souligner ce premier point. Haïti est unique parce que en Haïti a eu lieu la seule révolution d'esclaves qui a abouti. J'aime à le dire. Et quand on dit ceci, ce n'est point à dire qu'il n'y ait pas eu d'autres révoltes d'esclaves ailleurs. Hein. Il y en a eu. Il y en a eu en Guadeloupe, il y en a eu en Martinique, il y en a eu à la Jamaïque. Il y en a eu aussi, n'est-ce pas, sous l'Empire romain. On se souvient, n'est-ce pas, de Spartacus, etc. Mais même s'il y a eu des révoltes d'esclaves qui ont duré pendant longtemps, qui ont remis en question l'ordre existant, toujours est-il que c'est en Haïti qu'a eu lieu la seule, et il faut souligner l'expression la seule, c'est en Haïti qu'a eu lieu la seule révolution d'esclaves victorieuse. Parce que partout ailleurs, la puissance esclavagiste, les maîtres ont trouvé le moyen de noyer dans le sang cette volonté des esclaves de devenir libres. Ou alors la volonté des coloniaux de devenir libres. Mais seul en Haïti, vous pouvez repasser toutes les pages de l'histoire universelle, vous pouvez parcourir des encyclopédies entières, vous noterez que seul en Haïti, une révolution d'esclaves a été victorieuse. Évidemment, c'est quelque chose qui a marqué l'imaginaire des maîtres, qui a marqué l'imaginaire des puissances esclavagistes, si bien que dès que la révolution des esclaves, des Noirs, de nos ancêtres a abouti à Saint-Domingue, les puissances esclavagistes vont tout faire, soit pour étouffer la jeune nation, mais également pour diaboliser sa réputation de par le monde. Hein. Vous le savez, le Vatican a refusé, n'est-ce pas, de signer un concordat avec la jeune nation. Hein. Elle va le faire très tard. Même si les Haïtiens sur papier, cela depuis la constitution louverturienne, la constitution de Toussaint Louverture, même si les Haïtiens se sont toujours considérés comme chrétiens, le Vatican va attendre. Les États-Unis, n'est-ce pas, vont reconnaître l'indépendance de cette jeune nation près de 50 ans après, n'est-ce pas, que cette nation a réussi son indépendance. Et la France, n'est-ce pas, nous le savons tous, va accepter de reconnaître l'indépendance de cette jeune nation au prix d'un lot tribut de 150 millions de francs. Hein. J'aime à rappeler qu'au moment où la France a exigé ce lourd tribut de 150 millions de francs pour reconnaître, n'est-ce pas, l'indépendance de cette jeune nation, le budget annuel de la France s'élevait seulement à 30 millions de francs. Donc ce n'est pas étonnant que notre développement fût hypothéqué par cette lourde dette qu'on appelle à tort la dette, n'est-ce pas, de l'indépendance. Mais toujours est-il, premier élément qu'il nous faut retenir et qu'il nous faut présenter avec fierté, n'est-ce pas, car c'est un élément de fierté quand on va parler de la place d'Haïti dans l'histoire universelle, et il faut le dire haut et fort, c'est que déjà, n'est-ce pas, en 1791, bien sûr qu'il y a eu des prédécesseurs. Nous n'allons pas oublier Macandal, nous n'allons pas oublier, n'est-ce pas, d'autres marrons qui, de par leur marronnage, ont signifié leur volonté irrépressible, n'est-ce pas, de vivre libre pour eux-mêmes, mais toujours est-il de 1791 jusqu'en novembre 1803, la fameuse bataille de Vertières, les Haïtiens ont signifié
à leur maître, ont signifié à toutes les puissances esclavagistes que c'était vivre libre ou mourir, et cette révolution a réussi. C'est une première et une dernière, parce que la décolonisation des colonies africaines va se faire très tard dans l'histoire, dans les années 60 du siècle dernier. Mais imaginez un petit pays, n'est-ce pas, qui a fait quelque chose de si gros, n'est-ce pas, et nous sommes le 1er janvier 1804. Deuxième élément à retenir quand on va parler de la place d'Haïti dans l'histoire universelle, ce qui fait d'Haïti un pays unique, écoutez bien, Haïti, c'est le seul pays d'alors où une révolution signifie en même temps abolition d'esclavage. Est-ce que vous me saisissez bien? Bien sûr, vous me parlerez de la Révolution française de 1789, mais à la Révolution française de 1789, la France, qui fut alors un empire, détenait encore des esclaves partout. Et pas question que cette révolution française se traduise, n'est-ce pas, en l'abolition d'esclaves. C'est pas vrai, puisque l'économie française reposait sur cette entreprise inhumaine qu'est l'esclavage. La révolution américaine elle-même ne fait pas exception non plus. La révolution américaine de 1776 a rompu les liens avec l'Angleterre, mais les Américains ont continué à avoir des esclaves, comme vous le savez. En sorte que la révolution américaine de 1776 ne signifie pas du coup l'abolition de l'esclavage. Et Haïti était en avance, pour ainsi dire, sur son temps, en ce que la révolution haïtienne de 1804 signifie en même temps l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est important de le dire. C'est comme si les anciens esclaves se sont dit, pas question que nous permettions que d'autres subissent ce que nous avons subi, c'est-à-dire la dépersonnalisation de notre être, l'aliénation de notre personne. Non, notre révolution à nous, la révolution haïtienne, va signifier en même temps l'abolition de l'esclavage. Et ça, c'est un haut fait à retenir. Voilà pourquoi, même si en France on va parler de la charte universelle des droits de l'homme, on sait que l'homme ici signifie littéralement l'homme blanc, parce que le mulâtre n'était pas considéré comme homme au sens égalitariste du terme par rapport au blanc. Le noir n'était pas du tout un homme. C'est intéressant de rappeler que même un penseur comme Montesquieu, qui a fait l'esprit des lois, pas vrai, qui est considéré comme un philosophe des Lumières, Montesquieu a dit, ô horreur, qu'il ne peut s'imaginer qu'un Dieu si bon ait placé une âme dans une peau si noire. Imaginez, c'est-à-dire des philosophes dont nous continuons à vanter les mérites, dont nous continuons à vanter, si vous voulez, la perspicacité. Et pourtant, c'est ce même Montesquieu qui a dit « Je ne peux m'imaginer qu'un Dieu si bon, je paraphrase, ait placé une âme dans une peau si noire. » Donc, pour Montesquieu, eh bien, le noir n'est pas un homme au sens égalitariste par rapport au blanc, puisque sa peau est si noire qu'un Dieu si bon ne puisse placer en lui une âme. Bon. Donc, en Haïti, révolution rime avec abolition de l'esclavage. Et je le redis, je le dis, c'est une première. Fouillez dans les annales de l'histoire, vous allez voir que les petits blancs, les planteurs vont provoquer une rupture avec la métropole, mais ils le font de manière à être le maître du nouveau territoire, tout en s'assurant d'avoir encore des esclaves. Les Américains ont rompu les liens avec l'Angleterre, la métropole, mais chez eux, sur ce territoire américain, n'est-ce pas, il y avait encore l'esclavage. Tandis qu'en Haïti, n'est-ce pas, eh bien, la révolution rime avec
l'abolition. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Bon. Une première dans l'histoire, encore une fois, et une première au nom de laquelle Haïti occupe une place unique dans l'histoire universelle. Écoutez bien, c'est la première fois que, au nom de la révolution qui vient de naître, la révolution haïtienne, nos premiers dirigeants vont offrir la citoyenneté automatique à tous ceux, indépendamment de leur origine, qu'ils soient des Asiatiques, qu'ils soient, n'est-ce pas, des Indiens, n'est-ce pas, qu'ils soient des Africains, tout simplement. C'est la première fois qu'une révolution va offrir la citoyenneté automatique à tous ceux qui fuient l'oppression où qu'ils se retrouvent dans le monde. Et ça, c'est intéressant de le remarquer lorsque nous lisons les premières constitutions haïtiennes, n'est-ce pas? Eh bien, Haïti se définit comme une terre de liberté, comme une terre où l'oppression, où l'esclavage, n'est-ce pas, doivent être bannis à jamais, en sorte que si quelqu'un fuit l'esclavage ailleurs, qu'il vienne des Antilles, qu'il vienne de l'Afrique, qu'il vienne de l'Asie, qu'il vienne de l'Inde, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, dès qu'il foule le sol haïtien, il est libre et il est considéré automatiquement comme citoyen de ce pays. Vous notez par exemple que, malgré tout le respect que l'on peut avoir pour les États-Unis d'Amérique, pour ce que les États-Unis d'Amérique représentent en termes d'avancée, n'est-ce pas, des humains dans l'histoire, vous notez qu'il y a minimalement, si l'on considère la Constitution américaine, qu'il y a minimalement 2 types de citoyens américains. Ceux qui naissent sur le sol américain, ceux-là sont de vrais Américains, ils ont droit à tous les privilèges, ils peuvent même devenir présidents américains, et ceux qui naissent en dehors du territoire américain et qui deviennent citoyens américains par naturalisation. Ceux-là ont tous les droits, sauf qu'ils ne pourront jamais être le président des États-Unis parce qu'ils sont nés en dehors du territoire américain. Donc, qu'on le veuille ou non, par la Constitution américaine, il y a une discrimination entre les Américains d'ici et les Américains d'ailleurs. Le fameux ius soli comparé au fameux ius sanguinis, etc. Eh bien, les premières constitutions haïtiennes, ne faisaient pas ce distinguo. Est haïtien ou sont haïtiens tous ceux qui foulent le sol haïtien et qui y arrivent parce qu'ils fuient l'oppression, parce qu'ils fuient l'esclavage. Dès que vous foulez le sol haïtien, parce que vous fuyez l'oppression, parce que vous fuyez l'esclavage, vous êtes considérés comme haïtiens et vous faites partie de cette jeune nation noire. Et je mets un accent particulier sur l'attribut noir, parce que c'est un autre élément important à retenir. Haïti, c'est la première révolution noire qui donne naissance à une jeune république noire et qui se définit comme telle. En ceci, Aimé Césaire, ce grand poète, ce grand écrivain martiniquais eut raison de dire « Haïti, c'est la terre où la négritude s'est mise debout pour la première fois ». Nous sommes quand même au début du 19e siècle. Être noir n'est pas un titre fabuleux. Être noir n'est pas un titre de gloire que l'on inscrit sur son palmarès. Or voilà que des noirs et des mulâtres se sont coalisés pour vaincre, n'est-ce pas, l'armée napoléonienne et ils se déclarent une république noire. Donc tous les Haïtiens sont considérés comme faisant partie de la race noire. Le professeur Maniga dira que c'est la première tentative réussie de la réhabilitation de la race noire. Parce que, avec Montesquieu, que je vous ai cité tout à l'heure, être noir,
c'est être taré pour ainsi dire. Avoir la peau noire, c'est subir une malédiction. L'Église catholique ne nous a pas toujours aidés, dans le sens que la race noire est présentée, si vous voulez, comme les descendants de Cam. Ça veut dire ceux qui ont subi une malédiction. Or voilà que la révolution haïtienne, c'est la première révolution d'esclaves qui se définit en même temps comme l'abolition de l'esclavage et qui en même temps se définit comme une république noire, une nation noire. Tous les Haïtiens sont considérés, de par cette première constitution, comme faisant partie de la race noire. Et vous notez que tous les préjugés de couleur qu'Haïti va connaître pour son malheur, n'est-ce pas, sont censés être résolus par cet article de la Constitution, puisque la Constitution haïtienne, la première du moins, ne fait pas de distinguo entre le mulâtre ou le noir foncé sur le simple fait de leur nuance épidermique, puisque la République d'Haïti, la nation haïtienne, est considérée comme une nation noire. Et dès que vous vous considérez comme haïtien, vous êtes par le fait même noir. Et des historiens, à la suite de Leslie Maniga, va dire c'est la première fois qu'on va résoudre la problématique race-classe par la race. Je vais développer un peu. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, il y avait les Blancs qui sont supérieurs et il y a, n'est-ce pas, les gens de couleur, les Noirs. Bon. Et même lorsque ils ont aboli l'esclavage aux États-Unis, il y a toujours eu, enfin jusqu'à tout récemment, vous me direz, et d'autres disent, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'on se souvienne de Ferguson, qu'on se souvienne de New York, qu'on se souvienne de Cleveland, etc. Eh bien, même après l'abolition de l'esclavage, il y a eu la ségrégation. Mais en Haïti, imaginez, nous sommes à l'aube, n'est-ce pas, du 19e siècle. Les politiciens haïtiens, les premiers constituants haïtiens, Dessalines, notre premier chef d'État, eut la sagesse de résoudre la problématique de la classe par la solution de la race. Il n'y aura pas de mulâtre, avec toutes les nuances épidermiques qu'on connaît, par opposition aux Noirs. Non, le peuple haïtien sera considéré comme un peuple noir. Tout Haïtien est ipso facto considéré comme noir. Et ça, c'est une première. Parce que nous savons que les révolutions qu'il y a eu dans le monde, et encore une fois, parcourez les annales de l'histoire, les révolutions qu'il y a eu dans le monde, ce sont des révolutions qui ont été conçues pour favoriser une certaine classe au détriment de la masse. Or, voilà qu'en Haïti, c'est une première dans l'histoire, c'est la masse elle-même qui réussit cette révolution. Et conséquemment, la masse, majoritairement noire, dit, écoutez, tout Haïtien sera considéré comme noir, abolissant ainsi les différents préjugés de couleur qu'ils ont subis pendant la période coloniale, préjugés de couleur qui, hélas, vont ressurgir très tôt dans l'histoire du pays, à la mort de Dessalines, entre autres, etc. Nous allons nous arrêter pour une pause de musique et on revient avec cette chronique qui se propose de souligner la place d'Haïti dans l'histoire universelle. À bientôt. Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Moussa yo mette vie yo en danger. Pour la paix, pour un jour, ça qu'a changé. Et l'homme même à ton nom, yo ne pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe, qui n'a toute cause mêlée. Ça yo qui remette l'honneur campé. Veni yo, veni yo, veni yo. Oh, veni yo, veni yo.
Moun sa yo n'oublier remercier qui toujours mette tête yo en dernier. Ça yo qui démarqué démagogie qui réagit. Nous pas arrêter cahier pour aller. Ça yo qui tombe pour la paix lever. Dans mi-temps plongaye mal pendu. Pour la vie nous changer. Nous sommes en ce 1er 2 janvier à cette émission spéciale qui veut souligner la place d'Haïti dans l'histoire universelle. Nous avons donc souligné plusieurs éléments qui font d'Haïti une république des premières, parce que plusieurs premières se sont produites en Haïti. J'en ai à date signalé 4 à votre attention. Poursuivons, hein. J'ai relevé au moins une quinzaine de premières qui se sont produites en Haïti. Haïti, écoutez bien, c'est la première république noire, ça on l'a dit, qui va faire l'expérience de ce qu'on appelle en sciences politiques du self-government. Ben, vous savez, hein, les Noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs, donc les Blancs qui se sont partagés le monde selon la musique que nous avons écoutée, se disaient, écoutez, les Noirs sont incapables
de s'auto-gouverner. Ils sont incapables de s'auto-diriger. Ils sont incapables, n'est-ce pas, de prendre des décisions politiques pour elles-mêmes. Et ça, c'est important. Hein? Lorsque le parlementaire anglais William Wilberforce militait, entre autres, pour l'abolition de l'esclavage, non seulement en Angleterre, mais dans tout l'Empire britannique, les esclavagistes disaient, mais écoutez, monsieur Wilberforce, vous vous battez contre l'évidence. Tout le monde sait, et c'est ce qu'ils disaient, les esclavagistes, que les Noirs sont incapables de s'auto-gouverner. Ils sont inférieurs. D'ailleurs, les Noirs eux-mêmes ne veulent pas de l'indépendance. Ils ne veulent pas de liberté. Ils se contentent de leur sort car ils savent qu'ils sont inférieurs. William Wilberforce avait beaucoup de difficultés à prouver à ses co-parlementaires anglais, à ses co-parlementaires britanniques que les Noirs ne sont pas inférieurs, qu'ils ont autant de capacités que les Blancs pour s'auto-gouverner parce que il n'y avait pas encore d'exemple dans l'histoire de république noire qui pratiquait du self-government. Ça veut dire de Noirs qui s'auto-gouvernaient, qui s'auto-dirigeaient, qui prenaient des positions politiques pour eux-mêmes. Bien sûr, quand Toussaint Louverture l'a prouvé, mais nous savons qu'il y a eu un embargo sur l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti, n'est-ce pas, majoritairement, n'était pas écrite par les Haïtiens eux-mêmes. C'était les colons qui écrivaient sur Haïti, et ils écrivaient tout sauf la vérité sur Haïti. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'intellectuels qui n'ont jamais entendu parler d'un Toussaint Louverture, qu'on appelle le premier des Noirs. Donc, Haïti va être, n'est-ce pas, cette jeune nation où les Noirs, contrairement à ce que véhiculaient les Blancs, vont pratiquer du self-government. Et lorsqu'un anténor Firmin, par exemple, va écrire son maître ouvrage de l'égalité des races, il faut lire l'ouvrage, n'est-ce pas, de Firmin dans la perspective du racisme, n'est-ce pas, répandu. Les scientifiques eux-mêmes prouvaient que les Noirs étaient inférieurs, et c'était, n'est-ce pas, pour ainsi dire, une vérité évidente que les Blancs avaient une supériorité au niveau de leur quotient intellectuel, une supériorité au niveau de leur esprit, une supériorité au niveau de leur pratique, en sorte que il était impossible, disait-on, de trouver une nation noire, n'est-ce pas, habitée par des Noirs et dirigée par des Noirs. Bien sûr qu'il y a eu avant, écoutez, il y a eu, pensez à une Éthiopie avant, pensez à l'Égypte, l'Égypte ancienne. Mais sauf que, à partir du XVe siècle, n'est-ce pas, les Européens vont tout faire pour prouver que les Noirs sont inférieurs et qu'ils sont incapables de self-government. Ils sont incapables de s'auto-gouverner. Et notez encore une fois, lorsque les Américains vont entrer chez nous à compter de 1915 pour nous occuper pendant 19 ans de manière continue et pour revenir plus tard, en 1915, ils nous ont occupés au nom du principe que les Noirs sont incapables de self-government. Or, imaginez que nous sommes justement en 1804, contrairement au racisme répandu par les Européens, voulant que les Noirs soient incapables de self-government, Haïti va être une première, en ce que, pour la première fois depuis que les Européens sont entrés, n'est-ce pas, drastiquement dans l'entreprise de l'esclavage, Haïti va prouver que les Noirs sont capables de s'auto-gouverner, ils sont capables, n'est-ce pas, de s'auto-diriger. Et vous comprendrez pourquoi la révolution haïtienne fut l'objet d'embargo économique, d'embargo culturel surtout. On a tout fait pour empêcher que cette nouvelle se répande de par le monde. Parce que, attention, Haïti est quand même dans les Antilles, et toutes les Antilles, n'est-ce pas, étaient terre d'esclaves. L'Europe elle-même, n'est-ce pas, pratiquait l'esclavage. Donc, on faisait tout pour que cette nouvelle-là, la nouvelle d'une nation
composé de Noirs et dirigé par des Noirs soit connu. Donc Haïti est une première en ce que dans les temps modernes, ça veut dire dans le Nouveau Monde depuis que Christophe Colomb est arrivé. Vous notez que je ne parle pas de découverte, Christophe Colomb n'a rien découvert du tout. Depuis que Christophe Colomb est arrivé en Amérique en 1492, eh bien, Haïti, c'est une première en ce que Haïti a fait la démonstration que les Noirs pouvaient pratiquer du self-government, qu'ils pouvaient s'auto-diriger. C'est bien, tout le monde doit gagner. C'est pas l'argent au désagrément, détruit sentiment, côté fait noir, côté que doit clair. Non, mi-temps tout frais, mettez raï, côté punta ini. L'amour c'est lumière. L'homme c'est chalet, côté misère, à tribulation, gain gros position, côté la peine avec malichon, tourner chef section, l'homme c'est lumière, cache à ses mauvais airs. Pourquoi t'aimes souffler, pourquoi t'es samedi ou coucher sous l'eau, ou à faire vision par juste en yabindi. L'amour c'est liberté, c'est yon votre souffler, li pas gagner frontière, pas si porter barrière. L'amour c'est liberté. Les rois parler pour dire vérité, sans pas désister. L'amour c'est courage, qui va vous entrailles. L'amour c'est respect, ou gain pour un frère, un vieux ami qui est bien souffrir. Leur monde est mourir, son mec plongé. Pas espérer, ça t'a pas changer. L'homme c'est docteur qui cache tes misères. Moi t'en souffler, moi couper ça dit, moi coucher sous l'eau, moi faire vision pas juste en yavindi. Li
Je vais vous ajouter une autre première. Haïti n'est pas seulement la terre où la première révolution noire a abouti. Haïti, écoutez bien, c'est aussi la première république noire qui ne se contente pas d'être libre, mais qui va aider à l'expansion de la liberté dans les Amériques, dans les Antilles et même ailleurs. En ceci, il faut dire que l'OEA avant la lettre, cette organisation panaméricaine, le panaméricanisme, car c'est ça en vérité l'OEA, l'organisation des États américains. Qu'est-ce que c'est donc que l'organisation des États américains? C'est une organisation, n'est-ce pas, qui, si vous voulez, inclut, en théorie, tous les pays d'Amérique. Eh bien, ce panaméricanisme-là, n'est-ce pas, a véritablement pris naissance en Haïti, puisque cette jeune nation haïtienne ne s'est pas contentée, n'est-ce pas, de conquérir sa liberté, et ça, je vais y revenir, mais cette jeune nation a dit, nous allons financer à coup d'argent, à coup d'armes, mais également à coup de soldats, tout autre pays qui veut s'émanciper également de la colonisation ou de l'esclavage. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, que Pétion avait reçu Simón Bolívar, mais il n'a pas fait que le recevoir. Haïti a financé, n'est-ce pas, la révolution ou les révolutions bolivariennes en termes d'argent, en termes d'armes, mais également Haïti a, si vous voulez, envoyé, Haïti a dépêché des soldats pour participer aux différentes révolutions bolivariennes. C'est ainsi par exemple que entre 1805, écoutez bien, entre 1805 et 1817, Haïti reçut la visite de tous les grands libérateurs des pays des Amériques et de la Caraïbe. Je parle ici de Simón Bolívar, je parle ici de Francisco Miranda, je parle ici des frères Carabano, je parle ici du capitaine Martin, je parle de Lele Briceño, pour ne citer que ces gens-là. Entre 1805 et 1817, tous les grands libérateurs des pays des Amériques et de la Caraïbe devaient venir faire leur pèlerinage en Haïti pour apprendre des Haïtiens comment libérer leur pays de l'esclavage. Et encore une fois, quitte à me répéter, Haïti c'est vraiment la terre où pour la première fois la négritude va se mettre debout. C'est vraiment depuis le 15e siècle, c'est la première fois que être noir va être synonyme de fierté. Les gens venaient en Haïti pour apprendre des Haïtiens comment opérer et réussir une révolution. Haïti fut considérée alors comme la terre de la liberté. Pas seulement la terre de la liberté pour les Haïtiens, mais la terre de la liberté pour tous ceux qui subissent une oppression quelconque ou l'esclavage. Et ça n'a pas commencé après la révolution de 1804, puisque comme vous le savez, en 1779, pendant les guerres de l'indépendance américaine, nos ancêtres ont participé, entre autres, à la bataille de Savannah en 1779, et 1500 de nos ancêtres ont contribué donc à faire des États-Unis un pays libre. Donc, je dis que Alexandre Pétion, n'est-ce pas, a reçu Simón Bolívar, n'est-ce pas, lui qui a opéré la révolution dans des pays comme le Venezuela et la Colombie, etc. Haïti donc,
écoutez bien, ça c'est très important, est sans conteste le pays où l'idée d'une coopération panaméricaine est née plus d'un siècle avant l'OEA. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'OEA, l'Organisation des États américains, personne ne songe à en faire porter la paternité par Haïti, mais en vérité, Haïti est le pays auquel il faut attribuer la paternité de cette coopération panaméricaine, puisque le panaméricanisme est né véritablement, n'est-ce pas, en Haïti, puisque les révolutionnaires de partout venaient effectuer leur pèlerinage en Haïti pour apprendre de nos ancêtres. Et je n'ai pas fini. Vous notez que déjà, à partir des éléments que je vous ai mentionnés, il y a de quoi se bomber le torse. Il y a de quoi se gonfler la poitrine. Nous sommes un grand peuple sur un petit territoire. Haïti, lorsqu'on considère Haïti au regard de l'histoire universelle, Haïti est un grand pays. Et là, je ne parle pas du territoire. Si nous sommes devenus la risée du monde, nous avons de quoi être fiers au regard de ce que nous avons accompli pour l'histoire universelle. Et je vais continuer à développer ces éléments après la pièce de musique que voici. À tout à l'heure. Bam yon ti lumière, bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière s'il vous plaît, bam yon ti lumière tendez pour m'kaboué. Pour qui ça c'est nèg yo fait souffrir, pour qui ça c'est nèg yo fait souffrir. Pour qui ça n'est pas qu'à manger, pour qui ça yo mande la mort. Jean yo dit la vie douce, mais c'est pas tout le monde qui joue privilège ça. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie où exister. Bonheur, joie, contentement, à gaieté. Yo pas jamais joué moment ça yo. Yo là ya vivre au jour les jours en espérant yon mieux demain. Si n'a pas de chita tant nous gain pour nous passer toute vie dans la salle d'attente. Papa nous te la donne, maman nous te la donne, nous-mêmes nous entrer là dans l'épirède. C'est tous ces poignettes nous pour nous lutter, car la malle va tomber encore. Soleil va éclairer pour nous tous, et nous tous va joindre même chalet. Soleil va éclairer pour nous tous, et nous tous va joindre même salaire au tonnerre. Bam yon ti lumière s'il vous plaît, bam yon ti lumière tendez, bam yon ti lumière. Haïti est aussi, dans l'histoire universelle, le premier pays du Nouveau Monde qui a tenté une véritable réforme agraire. Écoutez, ouais, bien sûr, vous allez déjà, me crier haro, mais j'ai dit qui a tenté. La réforme agraire haïtienne n'a pas abouti, elle n'a pas réussi, vous le savez, hein, je le sais. Jean-Jacques Dessalines est mort parce qu'il a voulu, enfin il a été assassiné parce qu'il a voulu réussir une véritable réforme agraire. Hein, vous vous souvenez,
toute la question des faux titres de propriété qu'il a voulu résoudre entre autres dans le Sud, etc. Et tout le monde se souvient de son cri de cœur lorsque, par exemple, les mulâtres disaient « Écoutez, les terres qui appartenaient à nos pères nous reviennent de droit parce que nous sommes leurs fils. » Et vous vous souvenez de ce cri viscéral, de ce cri qui vient des tripes de Dessalines lorsqu'il a dit « Et les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique n'auraient-ils donc rien ?» Mais toujours est-il que Haïti, c'est la première république dans le Nouveau Monde, ça veut dire la première république en Amérique où révolution signifie réforme agraire. Encore une fois, je vous le dis, cette réforme agraire n'a pas réussi, mais imaginez, des gens qui étaient considérés comme les biens meubles des maîtres des esclaves, parce que l'esclave, en réalité, c'est une chose, c'est une res en latin, c'est une chose. Vous n'avez qu'à lire, par exemple, le Code noir rédigé par Colbert pour comprendre que l'esclave n'était pas considéré comme un humain, il était considéré comme faisant partie des biens meubles de l'esclavagiste, du colon. Mais imaginez justement cet esclave qui réussit une révolution et qui, du jour au lendemain, se retrouve propriétaire des terres de son maître qui est chassé, etc. Bon, bien sûr, nous savons que la plus grande partie de ces terres va être récupérée par les grands généraux noirs et mulâtres, parce que souvent on dit écoutez, ça va être récupéré par les mulâtres, pas seulement par les mulâtres, mais par les grands généraux noirs, en sorte que la masse paysanne n'a jamais eu véritablement de terre. Et si vous voulez comprendre cette chose-là, il faut étudier, n'est-ce pas, tout le régime de Boyer pour comprendre que très rapidement, on va faire des paysans, des esclaves, des espèces d'esclaves sans la lettre. Mais toujours est-il que Haïti, c'est la seule république du Nouveau Monde où révolution signifiait tentative de réforme agraire. Toujours est-il en tout cas que les anciens propriétaires, les propriétaires d'hier, les Français d'autrefois, n'étaient plus propriétaires, leurs terres étaient passées automatiquement aux mains des vainqueurs, c'est-à-dire les esclaves d'hier, ce qui est une première. Écoutez bien, cette première. Haïti, c'est une république des premières en ce que, écoutez bien, c'est la première fois qu'une armée indigène non européenne va vaincre une armée coloniale européenne. Est-ce que je peux reprendre ça? Haïti, c'est une république des premières en ce que c'est la première fois qu'une armée indigène non européenne va vaincre une armée coloniale européenne. Ah oui, mais bien sûr, je vous entends déjà. Vous dites, écoutez, mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique. Faux. Aux États-Unis d'Amérique, c'est une armée indigène européenne. Les Américains sont des Européens, ils arrivaient de l'Angleterre. Donc, la révolution américaine a été opérée par une armée indigène, certes, mais formée d'Européens qui ont vaincu une armée coloniale européenne. Ça va? En Haïti, c'est la première fois qu'une armée indigène extra-européenne, ça veut dire une armée indigène qui n'est pas formée majoritairement d'Européens, c'était des Noirs, c'était des mulâtres, ça veut dire descendants d'esclaves africains qui vont se battre et l'emporter sur une armée européenne, et la plus prestigieuse en plus. Et vous aurez compris pourquoi la plupart des historiens français préfèrent dire que si l'armée française napoléonienne a perdu la guerre à Saint-Domingue, c'est à cause de la fièvre jaune. Et je me rappelle mon ancien professeur d'histoire au Collège Notre-Dame, qui fut d'ailleurs ministre sous René Préval, Joseph Jasmin, qui connaissait comme le fond de sa poche l'histoire de Saint-Domingue, il parlait du général fièvre jaune.
Hein? Parce que, si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas évoquer la fièvre jaune comme expliquant la défaite de l'armée française à Saint-Domingue, puisque cette même fièvre jaune, n'est-ce pas, pouvait frapper autant les membres de l'armée indigène que les Français. Alors, dire que si les Français ont perdu la guerre de l'indépendance haïtienne, c'est parce qu'il y a eu la fièvre jaune, il faut quasiment parler du général fièvre jaune. Parce que c'est la première fois qu'une armée indigène non européenne, c'est-à-dire une armée indigène qui n'a pas ses racines en Europe, voilà pourquoi on va parler d'armée indigène extra-européenne, c'est la première fois que qu'une armée indigène de cette nature va vaincre une armée coloniale ou colonialiste européenne. Ça ne s'est jamais vu. Et cela ne se reverra jamais. Pourquoi? Parce que les Européens, ils ont fait la guerre pendant toute leur histoire. Là, l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre. L'Angleterre contre la France contre les autres, hein, l'Espagne, le Portugal, la Russie, etc. Donc ils ont toujours fait la guerre. Ils ont développé, pour ainsi dire, l'art de la guerre. Et cela a été un coup dur à leur orgueil, à leur fierté d'Européens, que une armée européenne perde la guerre aux mains d'esclaves qui n'ont pas fait l'académie militaire, qui n'ont pas fréquenté d'école, pour ainsi dire, et qui ont appris des tactiques et des stratégies sur le tas, comme on pourrait dire. Et Dieu sait que lorsqu'on relit l'histoire de la guerre de l'indépendance, par exemple, et qu'on découvre les stratégies d'un Toussaint Louverture, les stratégies d'un Dessalines, eh bien, il faut dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir fait l'école militaire pour être un grand général, pour être un grand stratège. Pour ainsi dire, Haïti, c'est une première, en ce que c'est la première fois qu'une armée indigène non européenne botte le derrière à une armée colonialiste ou coloniale européenne. C'est une première, et nous, les Haïtiens, nous avons de quoi être fiers, car nous avons, en ce sens-là, fait l'histoire. On avance. Haïti, c'est une première, et là je vais déborder un petit peu, laisser les années qui ont suivi immédiatement l'indépendance haïtienne de 1804 pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Haïti, c'est une première dans ce sens que à Haïti, 3 autres États doivent leur création. Ah, vous dites, ah non, mais ça je le savais pas, mais bon, on va le découvrir ensemble, hein. Vous avez hâte de savoir lesquels? Je vous propose une pièce de musique. Au retour de la dite pièce, nous allons développer ça. À tout à l'heure. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu
tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandingue. Une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Alors je vous disais que 3 États doivent leur existence à Haïti. D'abord la Libye, si je voulais suivre un ordre chronologique, je parlerais de l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël a pris naissance en 1947 et le vote haïtien, n'est-ce pas, était décisif. Puisque la résolution onusienne du 29 novembre 47 portant sur la création de l'État d'Israël divisait les nations. Si vous allez dans les annales des Nations Unies, allez sur le site des Nations Unies, entrez création de l'État d'Israël, vous verrez les résultats finaux. 33 pour, 13 contre, 10 abstentions et 1 absent. Autant dire, les deux camps, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, menaient une rude campagne, n'est-ce pas? Et Haïti était sollicité et par ceux qui étaient pour et par ceux qui étaient contre. Donc, le vote d'Haïti par le truchement de son ambassadeur, vous savez de qui je parle de Saint-Lô, n'est-ce pas, comptait énormément pour l'existence de l'État d'Israël. En sorte que, on peut le dire, l'État d'Israël doit son existence aussi au vote haïtien. Donc, quand je vous ai dit Haïti est une première en ce que 3 États lui doivent leur existence, je parle chronologiquement de l'État d'Israël, mais je parle deuxièmement de la Somalie. La Somalie, 1949, doit son existence et son appartenance à la vie internationale à Haïti. Le vote haïtien, 1949, comptait pour faire reconnaître la Somalie comme un État indépendant, comme un État à part entière au sein des Nations Unies. Et troisième État, la Libye, au cours de la même année, 1949, aujourd'hui encore, je ne sais pas pour la Somalie, mais je sais que en Libye et en Israël, il existe des avenues ou des boulevards qui portent le nom de l'ambassadeur haïtien auprès des Nations Unies, Émile Saint-Lô. Donc la Libye
la Somalie, après Israël en 1947, doivent leur existence à cette jeune nation, la première république noire du monde. Et vous notez que, contrairement à ce que certains journalistes qui ne sont pas chercheurs en histoire, qui ne fouillent pas suffisamment, veulent nous faire croire, à savoir qu'ils veulent réduire Haïti à sa pauvreté, qu'ils veulent réduire Haïti à son instabilité politique récente, eh bien, Haïti, en vérité, c'est une grande nation. Haïti est une première en ce que c'est aussi en Haïti que le tourisme caraïbéen a pris naissance. Et là, nous sommes en 1949, à l'occasion du bicentenaire, n'est-ce pas, de la fondation de la ville de Port-au-Prince, capitale politique d'Haïti. Haïti est devenue, pour ainsi dire, la capitale touristique et culturelle des Amériques et de la Caraïbe. Et c'est ainsi que le tourisme caraïbéen va prendre naissance. Nous allons tous, n'est-ce pas, en vacances à Cuba, nous allons en vacances à la Martinique, nous allons en vacances à la Guadeloupe, à la République dominicaine, par exemple, dont l'économie repose d'abord sur le tourisme, mais rares sont ceux qui se souviendront que le tourisme caraïbéen a pris naissance en Haïti en 1949. Donc là aussi, nous sommes une république des premières. Haïti est une république des premières, pas seulement à cause du fait qu'il est le berceau du tourisme caraïbéen, mais écoutez bien, Haïti, c'est aussi, et là je déborde un petit peu, je laisse le cadre de 1804, l'histoire d'Haïti ne saurait se confiner dans les jours de la seule année 1804. L'histoire d'Haïti, c'est aussi son histoire récente. Écoutez bien, Haïti, c'est le premier pays d'Amérique qui a accueilli des Juifs. C'est aussi le premier pays d'Amérique qui a offert la citoyenneté in absentia, ce qu'on appelle la citoyenneté in absentia en droit international, ou la citoyenneté automatique aux Juifs allemands ou afro-allemands, parce qu'il y avait des Juifs afro-allemands qui subissaient le nazisme et qui se cherchaient une terre d'accueil. Eh bien, Haïti leur offrait la citoyenneté in absentia, la citoyenneté automatique. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un ouvrage montrant l'étroite similarité entre la kabbalistique juive et le vaudou haïtien. Et dans mes recherches, j'ai découvert que quand Christophe Colomb est entré en Haïti en 1492, son interprète fut un juif. Un juif du nom de Luis de Torres, etc. Donc, nous avons une histoire qui remonte à au-delà de 1804 avec les Juifs errants, les Juifs qui subissaient, si vous voulez, le pogrom en Europe, qui subissaient la persécution, n'est-ce pas, en Espagne, etc., et qui se cherchaient une terre d'accueil. Beaucoup se sont retrouvés presque en même temps que les esclaves africains en Amérique. En sorte que Haïti, c'est une république des premières, en ce que Haïti, c'est la première nation des Amériques qui a offert la citoyenneté in absentia aux Juifs qui cherchaient une terre d'accueil pour fuir la persécution des nazis. Et nous n'avons pas offert une terre d'accueil seulement aux Juifs. Nous savons que dès 1880, Haïti a accueilli, n'est-ce pas, des gens qui arrivaient du Moyen-Orient, des gens qui arrivaient du Proche-Orient. Pensons aux Libanais qui fuyaient la persécution dans leur pays, les Libanais chrétiens. Vous savez, lorsque le Liban a fait l'expérience, n'est-ce pas, de la religion islamique, les Libanais chrétiens subissaient la persécution à cause de leur foi. Et ces Libanais-là cherchaient une terre d'accueil. Haïti, dès le 19e siècle, leur a ouvert, n'est-ce pas, ses portes. Bon, une communauté arabe
plus ou moins forte a trouvé aussi accueil en Haïti. On sait que des maronites, des juifs originaires de la Syrie, du Liban, des Palestiniens, des Égyptiens, des Marocains, parce que souvent nous quand on parle des Arabes en Haïti, nous les appelons tous génériquement des Syriens, mais attention, dès 1880, Haïti a accueilli pas seulement les Syriens ainsi appelés, mais également des Libanais, des Palestiniens, des Égyptiens, des Marocains, etc. En sorte que Haïti est une première en ce que elle a ouvert ses portes pour accueillir des gens qui n'ont rien du tout avec son histoire. Lors de la pause musicale, je feuilletais cette première constitution haïtienne et je suis tombé sur cet article, l'article 3 de la première constitution haïtienne. Je voudrais vous en livrer lecture, peut-être même vous lire plus qu'un article. Article 1er. Le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Ça veut dire, Saint-Domingue, désormais, sera reconnu comme un État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers. On peut collaborer avec les autres puissances, mais on n'a pas de leçon à apprendre d'elles puisque nous sommes un État souverain. Article 2. L'esclavage est à jamais aboli. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que la révolution haïtienne est une première en ce que, pour la première fois, révolution signifie littéralement abolition de l'esclavage. Cela ne s'est pas vu en France, cela ne s'est pas vu non plus, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique. Écoutez l'article 3, c'est très important. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Qu'on se souvienne que aujourd'hui encore aux États-Unis d'Amérique, on ne peut pas dire qu'un noir et un blanc ont précisément les mêmes chances devant la loi. Soyons sérieux, appelons un chat un chat. Et pourtant, l'article 3 de la Constitution haïtienne, la première, disait que l'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Et il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Autant dire que tous les citoyens haïtiens sont égaux devant la loi, indépendamment de leurs nuances épidermiques. Article 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Allez dire ça donc aujourd'hui à Ferguson. Article 14. Et ça, c'est très important. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devra nécessairement cesser. Écoutez bien. Article 14 de la même Constitution. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique des Noirs. Donc, cessez de vous appeler Ti-Rouge, Ti-Noir, mulâtre, machin. Aux yeux de la première Constitution haïtienne, l'article 14, eh bien, les nuances épidermiques sont, pour ainsi dire, annihilées du point de vue du droit. Toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devra nécessairement cesser. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique des Noirs. Haïti est une nation de Noirs. Vous pouvez avoir la peau blanche, mais génériquement, puisque vous êtes haïtien, vous êtes noir. Vous pouvez être mulâtre, mais puisque vous êtes haïtien, vous êtes noir. Donc tous ces préjugés de couleur que nous allons subir par la suite et qui vont nous diviser pour notre honte ne devraient pas avoir lieu, puisque la première constitution de l'État haïtien les avait, pour ainsi dire, annihilés du point de vue du droit. On va s'arrêter pour une autre note de musique et on revient avec les premières qui font d'Haïti une nation unique dans l'histoire universelle. À tout à l'heure. Haïti chérie, plus bel pays passé ou non point. Faut moi te quitter,
ou toujours joindre bon l'ombrage, bon brise de mer, toujours souffler en nos plages. Haïti chérie, c'est un pays qui bien cher. L'on a Haïti, côté au passé tout l'enchemin. C'est bonjour compère, ma commère et toute petite là yo. Ça ne pas ouais comme ça, manger entre petits brins. Pour nous boire petit grog, pour nous faire des petits coups de seau. Fin baille la main, c'est entrer dans grand palais. C'est politique, c'est mauvaise situation. Ça ne pour nous faire, pour nous prendre qu'on liait. Et bon Dieu si bon, là-bas nous bénédiction. Haïti chérie, plus bel pays passé ou non point. Faut moi te quitter, pour moi te capable comprendre valeur. Faut moi te manquer, pour moi te capable apprécier. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Nous sommes en ce 1er 2 janvier en train de vous présenter, camper, si vous voulez, la place d'Haïti dans l'histoire universelle. Savez-vous, les amis, que Haïti détient également la plus grande forteresse des Caraïbes? J'aime en vacances me promener dans différents pays de la Caraïbe et j'en connais quelques-uns. La citadelle La Ferrière, qui se trouve dans le nord d'Haïti, et je vois ma réalisatrice qui laisse transparaître un sourire un petit peu moqueur pour dire Eh bien, la citadelle La Ferrière est la plus grande forteresse des Caraïbes. Bien sûr qu'il y a d'autres forts dans les Caraïbes. Quand vous allez par exemple à la Martinique, quand vous allez en Guadeloupe, ou même quand vous allez à Puerto Rico, il y a des forteresses partout, Mais la plus grande forteresse des Caraïbes, c'est effectivement la citadelle La Ferrière, qui, comme vous le savez, est élevée à plus de 900 mètres d'altitude. N'est-ce pas? Et cette forteresse fut construite, comme vous le savez, par le roi Christophe, en vue d'accueillir la population au cas où les Français reviendraient nous attaquer et remettre en péril notre indépendance. Imaginez une forteresse à la construction de laquelle plus de 20 000 personnes ont participé. Extraordinaire. Et là, nous sommes au début du 19e siècle, là, les grues mécaniques que nous voyons dans les pays occidentaux, dans les pays avancés, ne sont pas encore de mise. La forteresse étant élevée à 900 mètres d'altitude, imaginez 20 000 personnes qui y ont participé. Incidemment, êtes-vous déjà allé visiter la citadelle? Une véritable merveille. Moi, quand j'y suis, je me pâme devant le génie noir, devant le génie haïtien. Le plan est conçu par l'un des nôtres. Les ouvriers sont des Haïtiens, et pensez-y, plus de 20 000 personnes y ont participé. Un véritable chef-d'œuvre. Donc, c'est une première parce que en Haïti se trouve la plus grande forteresse des Caraïbes. Nous avançons avec les premières haïtiennes. Écoutez bien. Vous savez que depuis 82, Haïti figure
sur la liste de l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Mais c'est extraordinaire, hein? Tous les pays n'ont pas ce privilège. Mais pour quelle raison, me demandez-vous? C'est parce qu'Haïti, comparé aux autres pays du monde, est le pays qui a le plus grand nombre, écoutez bien, per capita, d'écrivains, de poètes, de conteurs, de musiciens, de peintres et d'artistes en général. Est-ce que je peux reprendre ça pour vous? Comparé aux autres pays du monde, Haïti est le pays qui a le plus grand nombre, per capita, d'écrivains, de poètes, de conteurs, de musiciens, de peintres et d'artistes en général. En réalité, l'haïtien est un artiste. Qu'il pratique l'écriture, comme Dany Laferrière, par exemple, qu'il pratique la musique, comme, que pourrais-je citer, comme Jean-Claude Martineau, ou la peinture, comme un Franck Etienne. Donner 2 pierres à un haïtien, c'est pas compliqué, il en fait un instrument de musique. Donner 2 canettes de bière à un enfant haïtien, c'est pas compliqué, il en fait un jouet. Donc nous sommes une république des premières. Voilà pourquoi les gens se posent toutes sortes de questions sur notre résilience, mais c'est parce qu'ils ignorent notre histoire. C'est pas pour rien que l'UNESCO, depuis 82, nous inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial parce que, per capita, nous avons le plus grand nombre d'écrivains, de poètes, de conteurs, de musiciens, de peintres et d'artistes en général. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé en Haïti de vous rendre sur l'une de ces grandes rues là où les gens vendent de toutes sortes de produits d'artisanat, et là vous admirez une peinture, et lorsque vous parlez au garçon qui l'a brossé cette peinture, vous êtes surpris lorsqu'il vous dit écoutez, non, je n'ai jamais été à l'école. Il n'a jamais été à une école de peinture, etc. Et parfois, il sait même pas lire, ni écrire. Et pourtant, il brosse, il peint des peintures. Nous sommes en vérité une république des premières. Vous me demandez, mais pourquoi je fais cette émission? Parce que lorsqu'on se rappelle notre passé, nous avons de quoi être fiers, mais lorsque nous regardons notre présent, il y a de quoi avoir honte, c'est vrai. Je vous le concède. Mais vous savez, notre passé peut constituer un fonds inépuisable de courage, d'énergie, de fierté et de résilience. Un peuple qui a réalisé tant de premières, un peuple qui a réalisé tant d'exploits, ne peut pas finir tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes une nation divisée, si bien que plusieurs se posent la question sur l'existence d'une nation haïtienne. Lorsque nous voyons comment nos politiciens, généralement, n'ont aucun sens patriotique, ils se contentent de piller le pays comme s'ils étaient en transit. Ôte-toi que je m'y mette. Tu t'es enrichi, laisse-moi le temps de m'enrichir moi aussi, et que je parte, n'est-ce pas, désormais en Floride, n'est-ce pas, à Washington, à Paris, ou que sais-je encore, à Montréal. Lorsque nous voyons à quel point le sens patriotique fait défaut de nos jours, on se dit, mais sommes-nous le même peuple qui a réalisé toutes ces premières? Si j'ai réalisé cette émission, mon intention était simple. Je voulais nous rappeler ce que nous avons pu réaliser par le passé. Et un peuple comme nous ne peut pas mourir. Un peuple comme nous ne doit pas mourir. Nous représentons trop de premières dans l'histoire universelle pour que nous nous contentions de mourir tels que nous sommes là aujourd'hui. Alors la question c'est à quand le relèvement du peuple haïtien? J'aime à dire que les ingrédients qui ont permis à nos ancêtres de réaliser ce qu'ils ont réalisé, ce au nom de quoi Haïti est une république de première, sont réunis pour préparer le relèvement d'Haïti.
de même qu'on doutait d'eux autrefois, tout le monde doute de nous aujourd'hui, n'est-ce pas? De même qu'on disait, écoutez, ils ne seront jamais en mesure de faire quoi que ce soit, c'est quand même la France, n'est-ce pas, la métropole, etc. Eh bien, les gens aiment à dire, nous ne pourrons jamais nous relever puisque les Américains ne le voudront jamais. La communauté internationale ne le voudra jamais. Avec une telle logique, Dessalines aurait encore été esclave. Toussaint Louverture n'aurait jamais écrit la Constitution de 1801. Pas vrai? À pays souffri, à la nation gémi, elle pense elle pral avancer, elle gagne l'espoir arriver, zotman défait le campé, à la type passé, doit le fouler en bas pied, elle voulait organiser, remettre pays sous pied. De dévorer l'eau à la pep malchancée, la vie la paix chercher, on maille moulin rousé, ti nèg pas ça manger, pour ça y'aurait tout l'eau, tête mosso justice, pour des trois gouttes en plisseau. Mon seul éducation, ti nèg a pe monde, on sait qu'il y a code l'eau. Moun qui ka compter, combien graines qui tombe, qui est-ce qu'a calculé, combien tombe qui fouillé. Moun qui ka compter, combien moun qui neye, combien gallons de l'eau j'ai depuis l'eau a qui coulé. Dizaine n'a pe traîner pi yo jete les ti nèg les mettre main pour le battre l'autre demain zot même mandé camper l'eau petit groupe possédé imposer nous ça yo vle zot pas qu'à décider choisi qui ça livre mais à la côte moun fonte qui ka compter combien graines qui tombe, qui est-ce qu'a calculé combien tombe qui fouillé, qui ka compter combien moun qui neye, combien gallons de l'eau j'ai depuis l'eau a qui coulé. Si bité nous bité, mais nous pas jamais tomber, c'est couper yo couper nous racine nous pas arracher c'est pousser yo pousser à te donner pas arriver si vrai gain de l'eau nanger gain moun qui enterré mais faut que nous pas oublier pep c'est racine sans bouteau tout couper ou à couper c'est à tol la pousser pousser la vie tendre pied bois ou couper à tol pousser la vie tendre pied bois ou coupé à tal fleuri pousser 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 pousser. Le 1er janvier et le 2 janvier sont pour nous, le peuple haïtien, une date ou des dates importantes qui nous permettent de nous livrer à une introspection de peuple, une introspection collective pour nous dire, mais qu'est-ce qui nous est donc arrivé? Lorsque nous regardons, nous considérons les Haïtiens en tant qu'individus, ils réussissent autant que les autres dans tous les domaines. Une Michael Jean, après avoir été gouverneur général, est aujourd'hui secrétaire général de la francophonie. Un Dany Laferrière se retrouve, n'est-ce pas, à l'Académie française. Et il n'y a pas un seul domaine, il n'y a pas un seul champ du savoir humain, ou un seul champ des activités humaines dans lequel les Haïtiens ne brillent individuellement. Que nous faut-il? Eh bien, il nous faut
un projet de société commun. Voilà. Le jour où 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 50 Haïtiens se seront entendus sur un projet, pas sur 50 projets. Et là, je ne demande même pas que 100 Haïtiens s'entendent sur un projet de société commun. Je dis, le jour où 50 Haïtiens se seront entendus sur un projet commun de société, la relève haïtienne débutera. Car ce ne sont pas les compétences qui manquent. Ce ne sont pas, ou alors ce n'est pas la bonne volonté individuelle qui manque. Ce ne sont même pas les moyens qui manquent. Les Haïtiens, individuellement, ont autant de moyens que tout autre citoyen du monde. Ce qu'il nous faut, c'est de nous entendre sur un projet de société commun. Je ne sais pas pour vous, certaines fois, lorsque une nouvelle sur Haïti fait la manchette, vous avez honte, vous dites, oh là là, encore une fois demain, le collègue va me demander, ah mais qu'est-ce qui se passe encore avec Haïti, Jean? Eh bien, le temps de la relève, je pense, est venu. Il est temps que nous nous entendions sur un projet de société. Une fois que 50 d'entre nous se seront entendus sur un projet de société, nous allons partir en mission, nous allons partir en croisade pour enrichir, pour étoffer ce projet commun de société grâce aux conseils, aux suggestions des autres. Et dès que nous nous serons entendus sur un projet de société commun, je n'ai pas dit unanime. C'est impossible que 10 millions de personnes s'entendent sur une seule chose, mais dès que les élites, je dis élite au pluriel, élite intellectuelle, élite économique, que sais-je, élite politique, etc. Dès que ces différentes élites se seront entendues sur un projet de peuple commun, la relève d'Haïti débutera. Je vous recommande en terminant un livre tellement prophétique, celui de Jean Price Mars, La vocation de l'élite, qui a paru pour la première fois en 1919. Imaginez. Ouvrage dans lequel il fait la démonstration que pour qu'un pays se relève, les différentes élites doivent assumer leur responsabilité, leur part de leadership. Cessons de faire de la démagogie, cessons de faire du populisme, assumons le leadership qui nous revient en tant que membres des différentes élites. Mettons sur papier un projet autour duquel nous tenterons de rallier d'autres, indépendamment de leur chapelle ou de leur idéologie politique, et que la relève de cette belle nation, cette nation qui occupe une place unique dans l'histoire universelle, commence. Gardez marché ti pays non. C'est ça oui. Mettez bien nous sous béton hein. Nous tous c'est you non. Gardez marché. Ti pays non. T'étais ensemble pour marcher. Pour ti pays ah. Yes ça oui. Comme ça. Yes ça. Marcher là. Marcher. Campé, on avance là. Campé. Ti pays d'Haïti, Thomasa. Ligue l'encolo. Sont jamais dodo. Depuis 200 ans, la bateau. Gardez marché. En bas, chai, mal fait, yo. Mal fait, comme ça. Sans mentir, baise la loup tout bon. Fait noir pas caché, grand goût moun yo. Non. Mon yo calé, feuille bien bois, 6 bonnes poussées. Soucio pour régoder en bas brayo. Gardez ma chaîne, ti pays moins. Gardez ma chaîne. La loup tout bon, pour
pas gain guérison, non, non, non. Chay la presse, chaque jour le pis presse. Pas quitter la misère, tourner la prison pour nous. Oh, non, 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 non. Chay la loue en pile, volant ensemble à tout faire. Oh. Puis les petits monde qui a déjà sous bébé. Oh. Maman a grand à mourir. Oh. Qui s'en a fait, oh. Qui s'en a fait, oh. Pas quitter, bagaille au combat. Gardez ma chelo, aïe 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 oh. Chantez la guerre yo, garde marché, oui le gars fout c'est là nous jouer. Après des 100 ans, mais l'espoir prend pas ta souhait. Mais si que nous prend pas, pas mourir. N'a fait une pour nous chamber qu'elle fout un temps. Pour célébrer l'indépendance, sans 2004 pas coller langue à nous. Haïti monte choix la ousée, la lune à droite, général soleil à gauche. Juste puis déposer tout Charlie. Dis-toi pour lui, dis-toi pour lui. Comment résister à la tentation de clore cette émission par ce grand diplomate haïtien qui a fait la fierté d'Haïti aux Nations Unies, lorsque, en 1948, en sa qualité d'ambassadeur, il fut le rapporteur spécial pour la Déclaration universelle des droits de l'homme aux Nations Unies. Et là, pour ceux qui sont avisés en histoire, ils savent que je parle de nul autre que d'Émile Saint-Lô. Je voudrais vous faire écouter l'homme prononçant ce discours extraordinaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce fut en 1948 dans les locaux des Nations Unies à New York. 1948, la voix d'Émile Saint-Lô. Juste un extrait. Monsieur le Président, messieurs les délégués, au moment où, en ma qualité de rapporteur de la 3e commission de l'Assemblée générale, j'ai l'insigne honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée le projet de déclaration universelle des droits et libertés fondamentaux de l'homme, je ne puis m'empêcher, tant au nom de mon pays qu'au mien propre, de renouveler l'expression de ma gratitude la plus profonde à mes collègues qui m'ont recommandé et élu à ce poste de confiance. C'est à eux que mon pays doit être si étroitement associé à un acte d'une si haute portée historique. Messieurs les délégués, il y a environ 8 d'années que toutes les forces du mal coalisées s'acharnaient avec une férocité jamais égalée dans l'histoire à détruire toutes les valeurs spirituelles et morales qui représentent soit individuellement, soit collectivement les uniques raisons d'être d'une grande partie de l'humanité. La haine était le ferment de leur philosophie. L'épouvante, la terreur et la destruction totale, leurs moyens d'action. Il a fallu alors défendre cette civilisation millénaire et opposer à la barbarie déchaînée un barrage d'énergie, de cœur et de volonté. Et ce fut la plus saine et la plus noble des croisades, celle de l'homme de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de toutes les religions, pour la défense de sa liberté et des droits inhérents à l'éminente dignité de sa personne. À l'un des moments les plus confus de cette lutte épique, une voix claire et sereine se fit entendre dans la tourmente. Elle eut des résonances profondes dans les consciences les plus obscures, les plus inquiètes et les plus sceptiques.
Elle avait un accent humain dont on avait depuis quelque temps perdu la tradition. Aussi rallia-t-elle toutes les hésitations et eut-elle raison de toutes les réticences. Elle apportait aux uns et aux autres la foi et l'espérance. Elle exprimait avec une sincérité inaccoutumée les besoins multiples et les aspirations confuses de millions d'êtres humains qui, depuis des siècles, cherchent péniblement dans la nuit des iniquités et des inégalités de tout ordre une issue vers la liberté et la justice. Cette voix était celle de l'homme qui domine la première partie de notre XXe siècle, de toute la puissance de son génie bienfaisant et du grand souffle de son humanisme, le grand apôtre de la liberté, Franklin Delano Roosevelt. Liberté de conscience, clamait cette voix. Liberté d'expression, libération du besoin, libération de la peur, égalité, justice pour tous, sans discrimination de race, de langue et de religion. Ainsi fut trouvée la formule lapidaire qui devait rallier l'adhésion de notre univers si diversifié par la race, la langue ou la religion, parce qu'elle intégrait les libertés et les droits fondamentaux de l'homme du XXe siècle et répondait aux besoins de tous. C'est sur ce thème général que la Commission des droits de l'homme, formée en vertu d'une décision du Conseil économique et social, et la troisième commission ont édifié le document soumis à votre examen. Certes, la tâche n'a pas toujours été facile. Après l'accord des peuples, il fallut réaliser ce qui est moins commode, l'accord des gouvernements. Et cela à l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de l'humanité pour la réussite d'une telle entreprise. Et dans un monde où tant de forces sont en jeu, où des civilisations et des traditions culturelles si différentes se croisent et s'entremêlent, et où s'affrontent les familles spirituelles les plus opposées et les écoles de pensée les plus antagonistes. Il fallait arriver à un accord de pensée entre des hommes venus des quatre coins de l'horizon, représentants de gouvernements et de pays aux idéologies politiques nettement contraires et aux intérêts divergents. Il fallait arriver à un dénominateur commun sur des concepts aussi délicats que ceux des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux et culturels, et qui mettent en jeu tout le système des certitudes morales et métaphysiques auxquelles chacun adhère. Aussi, nous avons dans ce document recherché une approche plus pragmatique que théorique. Nous avons en commun confronté, refondu, mis au point des formules de manière à rendre celles-ci acceptables aux uns et aux autres comme des points de convergence pratique et malgré les oppositions entre les perspectives doctrinales. Merci les amis d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite le meilleur de vous-même en ce début d'année. À la mise en onde, Junie Limage. Au microphone, Jean-Fils Aimé. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. L'arc-en-ciel te gen voici l'arc-en-ciel te ka chante. C'est un coup l'iman li ta chante. Kote l'iman pour la voix gen yon tourbillon qui le veut. Mon de vieux pas mission danse. Et pour ça c'est notre ambition. Si ou pas ta voyer, ou pas ta connaît, ou mon haïtien te foupou. Yon ti comme la province qui rive pas de prince vini cherche la vie. Yon ti fille sans famille sans amis, yon guitare en bas bral a tout espoir dans poil. Elle campait pour chanter, aussi on cap passer vite dans un bout de c'est comme ça, on va rien passer. Belle pouvoir menace de lui à parler. Non, yon ti caille sans lumière qui te dans la rue force claire. Gagne yon fille qui poitrine. C'est là yon vino
États-Unis. Elle mourit, longtemps qu'on l'a chanté, tout pour lui de sa vie, on y'out pas présenté. Mais c'était une journée sans soleil, ciel la tape crié, tout nuage y'ont te prendé. Pied laurier, qui est sous place Sainte-Anne, y'ont plié, y'ont penché pour y'ont salué l'humain. Et non vent qui t'a passé, que moun qui fait seulement y'ont tendé la chanter. Papa que des belles garçons, que des niveaux belles garçons, habillés tout en blanc, ou la montée au palais. Papa que des belles garçons.